grâce au cerveau virtuel, on est capable de modéliser le fonctionnement cérébral. C'est un outil qui est potentiellement extrêmement puissant et tout à fait innovant. Les dernières technologies vont être dans la commande pour commander du mieux possible les mains. Toutes ces nouvelles technologies redessinent les métiers de l'art dentaire. On utilise les sciences du comportement et du cerveau pour déterminer ce qui va être bon pour les gens. Robotique, biomécanique, intelligence artificielle s'invitent dans l'univers de la santé. Une révolution technologique qui accélère la recherche et les découvertes. Immersion dans la technosanté, notre nouveau monde. J'ai eu un accident à l'âge de 4 ans. Je suis passé sous un tracteur tondeuse qui était conduit par mon père. C'est ce qu'on appelle un accident de la vie. Et donc voilà, donc j'ai la main droite qui a été sectionnée et la lame est aussi passée en travers de mon genou droit. Et ce qui fait que j'ai été opéré sur la jambe droite et puis sur une bonne partie du corps entre 1978 et 2004. J'ai été appareillé à partir d'avril 2014, donc 36 ans après, jour pour jour, mon accident. Il y a différentes marques, c'est un peu comme les voitures, on a différents concessionnaires. Là, c'est un peu pareil dans le milieu de la prothèse. Chacune a ses particularités. Donc, il y en a qui vont être plus rapides, ou plus fortes, ou plus solides. Moi, je voulais quelque chose qui soit plus pour des gestes de la vie de tous les jours. Fabrice Sabre est photographe. Il s'intéresse particulièrement à l'humain, aux gens. Lui dont le corps a subi de multiples opérations se reconstruit peu à peu avec l'aide de la technologie. La forme. Quand je tends la main pour serrer la main de quelqu'un, il y a un côté émerveillement de la technologie, il y a le sourire, il y a beaucoup de questions qui se créent, donc forcément ça crée de la discussion. C'est bon. Et comme dans mon métier de photographe, je fais énormément de portraits. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'être humain en face. Donc, c'est de découvrir ça aussi par l'entremise de la prothèse, on va dire. Tu descends les escaliers, tu mets le talon en premier, tu mets le poids. Voilà, super. Baptiste Paria est orthoprothésiste spécialisé dans les membres amputés. Et bonjour. Salut. Ça va? L'homme à la main bionique lui rend régulièrement visite pour faire des réajustements sur ce qui est déjà sa deuxième prothèse. Pour ça, on va se connecter à la main pour pouvoir vérifier ce qui se passe en réel. Vas-y. Pour sa première main robotisée, Fabrice Sabre avait dû suivre une rééducation adaptée pendant 18 mois. Il lui a fallu apprendre à renforcer les muscles restants de son bras amputé, de faibles mouvements analysés par ses capteurs à l'intérieur de la prothèse. Voilà. Et là maintenant, tu vas venir juste effleurer mes doigts. L'électronique et le numérique ont fait le reste jusqu'au bout des doigts. Allez, vas-y, tu vas essayer de tirer ça tout doucement. Oups. Vas-y. Super, c'est bon. Non, je les garde. Regarde. Dans le membre supérieur, là, actuellement, ces 5 dernières années, il y a vraiment eu beaucoup d'évolution. Et maintenant, on a effectivement des effectifs terminaux, ce qu'on appelle les mains électroniques, qui sont très développés. Mais on a encore la commande qui, elle, est encore trop restreinte. Donc là, maintenant, toutes les dernières technologies vont être dans la commande pour commander du mieux possible les mains. Le jour où la machine fera corps avec l'humain n'est plus si loin. À Marseille, une enseignante-chercheur travaille sur une nouvelle génération de prothèses. Des prothèses plus sensitives, plus proches de l'homme, qui utilisent l'existence des membres fantômes. Les personnes victimes d'amputation conservent la sensation de leurs membres disparus. Au-delà des douleurs que certaines ressentent, elles perçoivent encore des mouvements, des picotements ou des fourmillements. Il y a quand même 3/4 des patients qui ont membre fantôme qui peuvent le bouger volontairement.
Donc, ils bougent un membre qu'ils n'ont plus. Et quand ils bougent leur membre fantôme, il y a toujours une activité musculaire associée à ce mouvement au niveau du membre résiduel, le moignon. Ces mouvements sont étudiés par des équipes pluridisciplinaires de Marseille, Paris et Nancy. Si on peut mesurer ça, enregistrer ça et injecter ça dans la prothèse peut simplement imiter le mouvement fantôme du patient. Et du coup, le contrôle devient totalement intuitif. Peu importe si pour l'expérience, la main est loin du corps. Ce qui est essentiel, c'est qu'il n'y a pas d'apprentissage. Parce que cette activité musculaire qui est associée à la mobilité fantôme est totalement inconsciente et pas générée avec une conscience, un apprentissage, c'est naturel. Et du coup, le patient, il n'a pas besoin d'apprendre à contrôler sa prothèse. C'est sa prothèse qui va apprendre les activités musculaires qui sont associées et qui va l'imiter. Et ça ne prend pas beaucoup de temps parce qu'en 5 minutes, une prothèse connaît les activités musculaires du patient. Le rapport intuitif entre l'homme et la machine est établi. L'avancée scientifique est considérable. Elle est le fruit d'un travail d'équipe auquel ont participé des roboticiens, des neuroscientifiques et des biomécaniciens. Des spécialistes du corps humain que l'on retrouve nombreux à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Ici, les scientifiques observent et analysent dans les détails le comportement du corps humain. Rien de mieux que le sport pour en apprendre les mystères. Le sol du gymnase est connecté, tout autant que ce grand mur de Varap. Les données collectées se comptent par millions. Ça en fait pas mal des capteurs quand même. Avec une 60aine de capteurs, les efforts musculaires de cet athlète sont numérisés et modélisés. Cette révolution dans l'image a permis de grandes avancées ces dernières années. Mais l'université Aix-Marseille va franchir un nouveau pas avec l'arrivée prochaine de l'IA, l'intelligence artificielle et sa toute-puissance d'analyse. On voit tout ce qu'a amené ces nouvelles technologies. Et maintenant, il va y avoir un saut de plus avec l'IA. Il y aura le traitement statistique des données, parce qu'on a beaucoup de données sur les patients comme sur les sujets sains. Et donc, le traitement de ces données, au travers de l'IA, va nous permettre aussi d'avoir des classifications de sport, de gestes, de blessures. Tout ça, ça va vraiment être encore plus révolutionnaire dans les tout prochains mois. Le mouvement, c'est le lien entre le sport et la santé. La masse d'informations récoltées depuis des décennies par les chercheurs a permis d'en arriver aujourd'hui à ce pied virtuel. Le seul au monde capable de livrer les mystères de son fonctionnement interne. Il a fallu 250 000 images de scanner pour obtenir ces images dynamiques. Il ne s'agit pas d'une animation. Ce chef-d'œuvre de biomécanique reproduit tous les mouvements possibles à l'intérieur d'un pied réel. Donc on a les interactions, on a les mouvements des os, on a les tractions sur les cartilages, sur les ligaments, on a les contacts entre les cartilages à l'intérieur du pied, on a les pressions, on a tout un tas de choses qui sont accessibles à l'intérieur du pied en particulier. Tout y sont les contraintes internes, les déformations internes, les déplacements internes que l'on ne pourrait pas voir sur un pied réel. Ce pied virtuel, qui se comporte comme un pied réel, on appelle cela un jumeau numérique. Grâce aux nouvelles technologies, des doubles numériques apparaissent peu à peu pour chaque partie du corps. Et l'homme ne se prive pas de cette invention pour soulager ses maux et ses souffrances. Une révolution qui s'applique parfaitement à nos dents. Cette dentiste utilise un nouveau procédé pour l'empreinte dentaire.
plus de traditionnelle pâte molle, mais à la place, ce stylo lumineux qui scanne les dents en temps réel et en relief. Ces images vont servir à créer le jumeau numérique de la patiente. À Salon de Provence, la société Biotech Dental fabrique des appareils dentaires innovants à l'échelle industrielle. Elle travaille avec des chercheurs en biomécanique. Ils ont réalisé les doubles numériques de la mâchoire humaine. On observe les os, les dents et les muscles d'un sujet sain sur lequel sont transposées les images scanners du patient, créant ainsi son double numérique. Donc vous voyez qu'ils se déforment, tout se déforme, les dents, les muscles, la mâchoire. Et une fois qu'on a ces données qui sont adaptées, déformées, on va pouvoir simuler le patient et donc avoir un jumeau numérique du patient pour évaluer des traitements et en fait produire des objets thérapeutiques avec. Fini les douleurs. Grâce à la simulation, le jumeau numérique subit les tests à la place du patient. Quant au prothésiste, son métier évolue. Il travaille avec l'aide de l'intelligence artificielle. La société salonnaise va jusqu'au bout de ses choix innovants. Les prothèses et appareils dentaires sont ensuite imprimés en 3D dans ses propres ateliers. Toutes ces nouvelles technologies redessinent les métiers de l'art dentaire. Donc les prothésistes aujourd'hui, leur travail est plus de designer donc, sur les ordinateurs et les logiciels que vous avez pu voir d'ailleurs, plutôt qu'effectivement recréer et diriger des machines, donc plutôt que recréer à la main dans leur laboratoire de façon très artisanale les dents. Donc c'est le métier qui change tout simplement. Mais on a toujours besoin d'experts prothésiques donc, pour pouvoir réaliser ces produits. Les bagues dentaires deviennent transparentes, discrètes, comme ces technologies qui révolutionnent le monde de la santé. L'Institut Paoli-Calmettes à Marseille, l'un des centres anti-cancer les plus réputés de France. Pour lutter contre cette maladie, l'institution suit de près les technologies les plus innovantes. Sa dernière acquisition, le TEP-scan numérique. Voilà, on a terminé. Ça va? Très bien. Allez, super, je vais vous déperfuser. Comme ma biologie a été perturbée, il y a eu une augmentation des anticorps, des marqueurs tumoraux, donc il y a quelque chose qui doit... Donc avec le PET-scan, ça permet de balayer, de voir tout ce qu'il y a, de quel est le coin qui pose problème. Cet appareil de dernière génération augmente l'espoir des malades. Il permet de traquer la cellule cancéreuse avec encore plus de précision. Le résultat est encourageant, particulièrement dans les cancers de la prostate, du sein et de la vessie. Quand on fait de l'imagerie TEP-scan, ça permet d'être plus exhaustif dans la détection des lésions parce que ça permet de détecter des petites lésions qu'on ne soupçonnerait pas. Uniquement, on les détecte parce qu'il y a une altération métabolique, une altération dans le fonctionnement. Ce nouveau procédé informe sur la vie même de la cellule cancéreuse. Pour la première fois, il est possible de suivre les premiers résultats d'une chimiothérapie. Plus besoin d'attendre la fin du traitement pour en constater les effets. Cet exemple d'une tumeur de l'aorte est parlant. On n'attend pas la fin des 6 cures pour savoir si on a été efficace ou pas. Avec le TEP-scan, on fait en général, au bout de la 2e cure, on évalue l'efficacité du traitement ou pas. Donc là, on voit cette tumeur qui enserre complètement la crosse de l'aorte. Et si je passe à l'image qui est juste au-dessus, eh bien là, c'est après les 2 cures de chimiothérapie. Elle est complètement sidérée par la chimiothérapie. Et c'est ce que l'on cherche à savoir, si le traitement est efficace avant même la fin du traitement. Une énorme avancée pour les malades. Mais si de réels progrès sont faits pour les patients, les médecins voient leur travail et leur fatigue augmenter. La révolution dans l'imagerie médicale les amène à consulter des milliers d'images pour chaque cas, ici entre 2000 et 3000 images.
Nous, on fait 25 examens jour avec ce type de machine. Ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de concentration. Donc oui, on coupe la journée. On coupe la journée pour pouvoir rester attentif tout le temps. Fatigue, stress, rapidité peuvent peser sur la qualité du diagnostic. Mais avec l'aide de l'intelligence artificielle, tout change. À La Ciotat, la société Olea Médical a créé un espace de tranquillité pour les médecins. Dans leur bulle, ils peuvent mieux se concentrer sur les images à analyser, jusqu'à 5000 par patient. Mais la véritable avancée technologique se loge à l'intérieur même de ces images, grâce à leur traitement par la machine intelligente, qui apporte son aide au diagnostic. Dans cette salle, une trentaine d'ingénieurs en informatique travaillent sur des milliers d'images de patients anonymes envoyés par des hôpitaux du monde entier. Ils constituent la base de données pour l'intelligence artificielle. Ici, on est en train de développer l'application qui détecte automatiquement les tumeurs du sein. Pour cela, on utilise l'intelligence artificielle. Et après ça, en fait, la tumeur apparaît en surbrillance sur le logiciel et ça permet au spécialiste de faire son diagnostic. La machine apprend vite. En se nourrissant de tous ces cas pathologiques, elle est devenue experte et propose des diagnostics en temps réel. Cette machine, elle arrive à analyser des quantités de données monstrueuses en très peu de temps, ce qu'un humain ne peut hélas pas faire. Donc elle va aider le médecin à prendre sa décision, mais elle ne remplace pas sa décision. Elle va lui faire gagner un temps monstrueux sur du travail qui est extrêmement pénible et lui faire un espèce de résumé, si vous voulez. Dans certains cas d'urgence, le temps est compté pour le malade ou la personne accidentée. La rapidité du diagnostic est vitale pour la victime. En matière d'AVC, mais plus que ça, en matière de traumatisme crânien, parce que ça peut être également une hémorragie. Et donc pour pouvoir savoir de quoi il s'agit, grâce à ces outils, on peut très rapidement, en l'espace de quelques secondes, savoir s'il s'agit d'une hémorragie ou pas, et connaître la bonne démarche à adopter. Mais l'imagerie médicale ne sert plus seulement au diagnostic. Elle participe désormais au traitement des patients. Nous sommes au centre de référence sur les épilepsies rares de Marseille, l'un des plus réputés au monde. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Cyprien? Bien. Dans quelques jours, le professeur Bartholomei opérera Cyprien, un adolescent de 15 ans. Malgré les électrodes dans le cerveau, ça t'a pas empêché de tricher, c'est ça? Ah non, ça n'empêche rien du tout, il mène une vie normale. D'accord, très bien. Cyprien fait partie des 30% de patients épileptiques pharmacorésistants, c'est-à-dire résistants au traitement des médicaments. La seule solution possible pour ces malades, c'est l'opération. Cyprien donc fait des petites crises partielles. Du coup, ça l'empêche d'aller au lycée, de mener une vie un peu comme tout le monde. Parce qu'il faut qu'il se repose, il peut en faire 2 ou 3 dans la journée et puis être tranquille pendant 5 ou 6 mois. Et voilà, c'est aléatoire. Donc c'est vrai que cette opération, ça va lui permettre de mener une vie normale. Pour se préparer à l'intervention, les patients portent pendant quelques jours des électrodes implantées dans leur cerveau. Ils sont suivis de près par l'équipe médicale. Caméras et ordinateurs enregistrent l'activité des crises qui peuvent être d'intensités diverses. Bonjour, tenez-moi la main. Tenez-moi la main. Ces 2 patients ont été opérés avec succès. Malheureusement, le taux de réussite de cette chirurgie n'excède pas les 60%. Le professeur Bartholomei a décidé d'aller plus loin en s'aidant d'un bijou technologique, le cerveau virtuel. Véritable mix de médecine et de mathématiques, doté d'intelligence artificielle, cette simulation est conforme à la réalité. Chaque patient possède la réplique virtuelle de son cerveau, un double numérique sur lequel les médecins pourront réaliser leurs expériences. On peut opérer ce cerveau virtuel
de millions de fois. Si vous voulez, on peut ajouter des médicaments, n'importe quel médicament vous voulez. On peut stimuler le cerveau dans n'importe quelle région. Donc, on peut tester toutes les différentes conditions, des millions, des milliards de conditions. C'est impossible à faire chez le patient. Dans le cerveau virtuel, on peut le faire pour chaque modèle de chaque patient. Pour la première fois au monde, le cerveau virtuel va accompagner une chirurgie cérébrale. Epinov est un essai clinique à grande échelle auquel participent près de 400 patients dans toute la France. Le premier opéré sera Cyprien. Potentiellement, c'est un outil qui va nous permettre de prédire quelles sont les régions minimales nécessaires à enlever pour arrêter les crises. Donc c'est un outil qui est potentiellement extrêmement puissant et je dirais tout à fait innovant. C'est une rupture conceptuelle. De nombreux laboratoires et institutions participent à cette grande première. Un projet porté au niveau européen par le programme DUNE, à la pointe de la recherche sur les maladies neurodégénératives, et qui voit dans le cerveau virtuel de futures avancées contre des maladies comme Alzheimer. Grâce au travail qui a été fait par les projets européens, on a de grandes quantités de données. Et on a surtout la possibilité d'avoir des données qui viennent de patients qui ont simplement commencé à avoir quelques troubles de mémoire et qui ont pu être suivis pendant plusieurs années jusqu'à temps qu'ils développent une maladie d'Alzheimer. Et donc, avec l'ensemble de ces données, on va être capable de calculer le rythme de progression, de déterminer les lésions, leur apparition, les modifications du fonctionnement cérébral. Grâce aux nouvelles technologies, la médecine devient prédictive. Mais une autre révolution est en marche, car l'intelligence artificielle s'intéresse aussi à nos pensées et nos émotions. Olivier Houllier est un personnage multiple. Professeur de neurosciences à l'université Aix-Marseille, conseiller scientifique national, il est à la tête d'une société spécialisée dans les neurotechnologies mobiles. Il s'agit de casques comme celui-ci, capables d'agir sur les objets connectés. Un test réalisé il y a plusieurs années avait permis à un tétraplégique de conduire une Formule 1 connectée. Le casque enregistre les activités électriques du cerveau grâce à ses électrodes. Il repère les zones cérébrales qui dirigent nos actions. Aujourd'hui, nous avons quasiment 100 000 personnes dans 120 pays qui possèdent un de nos scanners cérébraux portables. Ces personnes, si elles le souhaitent, partagent leurs données avec nous. Des dizaines de milliers d'entre elles se sont portées volontaires pour utiliser leur casque dans des situations très précises, comme au travail, durant le sport ou le sommeil. Des millions de données ont ainsi été collectées, permettant à l'intelligence artificielle de toujours mieux nous connaître. On arrive à avoir ce qui est aujourd'hui la plus grosse base de données de neurosciences au monde contextualisée, c'est-à-dire dans des situations de la vie réelle. Le casque lui-même a évolué. On a commencé avec énormément d'électrodes pour arriver à un système avec 14 électrodes, pour ensuite descendre à 5 électrodes, et aujourd'hui, 2 électrodes qui nous permettent de mesurer en temps réel, au niveau des oreilles, le stress et la tension. Cette technologie a trouvé son application au travail. L'ordinateur du bureau, couplé au casque, envoie des messages lorsqu'il détecte stress ou inattention. Forcer une personne dont la capacité maximale d'attention est 45 minutes à rester 3 heures devant un ordinateur, c'est pas bon pour la personne, c'est pas bon pour l'organisation. Par contre, si le système détecte que la personne est et commence à être distraite ou commence à être stressée, et le système lui dit « va faire un tour, prends un break », on perd 15 minutes de temps d'écran parce que la personne prend une pause. Par contre, quand elle revient, elle est à nouveau prête à travailler. La personne se sent moins stressée, donc il y a des bénéfices pour la personne qui travaille, mais il y a des bénéfices aussi pour l'organisation, puisque la performance va être améliorée. Une journée à la carte qui pourrait bien révolutionner le monde du travail, mais aussi celui de l'apprentissage.
Près de 4000 publications scientifiques se sont penchées sur cette technologie. Olivier Houllier croit en ce nouveau monde. Il n'a de cesse d'en parler à travers tous les domaines qui le touchent. DJ sur la scène internationale, il projette sur grand écran l'activité en temps réel de son cerveau.